Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Serie A Espresso. Et en réalité, peut-être un peu plus coupe cette semaine, vu qu'on a vu jouer différentes équipes en Coppa Italia et les résultats, ils sont pas toujours ceux-là qu'on pouvait attendre. Au contraire, il y a des batailles intéressantes et c'est pour ça que j'ai dit bonjour à mes coéquipiers Stéphane Di et Cédric Canal. Bonjour les amis. Bonjour Valentina, bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Valentina, salut Cédric. Alors, on peut dire que c'était une semaine de coupe qui s'est ouverte avec des résultats un peu particuliers, surtout une qu'on n'attendait pas, peut-être aussi si au vu de la situation sanitaire qui nous complique la vie. C'est toujours un point d'interrogation quand les équipes ils arrivent à s'affronter au-delà de ce qu'on peut penser normalement, Cédric. Effectivement, d'ailleurs, on a un petit peu repoussé ce deuxième numéro pour donner de la place à la Coppa Italia, puisqu'effectivement, il y avait des matchs assez intéressants entre la semaine dernière et cette semaine, puisque c'était des huitièmes de finale qui étaient donc partagés entre les deux milieux de semaine. Alors, il n'y a pas eu énormément de surprises au final, même s'il y a eu beaucoup de batailles plus accrochées qu'on ne pouvait le penser, puisque Milan s'est imposé après prolongation contre le Genoa, ce qui a coûté sa place d'ailleurs à Shevchenko, on en avait parlé dans notre premier numéro. L'Inter, cette semaine, a aussi été accroché jusqu'en prolongation par l'Empoli, mais ça en est sorti 3-2. Pour ce qui est de la Roma, on va aussi en parler avec Stéphane. Finalement, il n'y a plus besoin de prolongation, mais il y a eu une petite frayeur avec une première mi-temps vraiment très difficile pour les giallorossi, mais la Roma s'est Contre les qualifiée. giallorossi du Lecce, d'ailleurs. C'est vrai, exactement. Et d'ailleurs, ce sera un Inter-Roma en quart de finale, on pourra y revenir. Et puis, la surprise va peut-être commencer par celle-ci, même si c'est un match qui date un peu plus. C'est le match entre le Napoli et la Fiorentina qui est la seule surprise, puisque le Napoli est le seul membre des têtes de série. On pourra peut-être revenir un petit peu sur la formule tout à l'heure, mais le Napoli qui fait partie des 8 têtes de série de cette Coupe d'Italie, qui donc a entré en lice seulement lors de ces huitièmes de finale, a été éliminé par la Fiorentina, une défaite 5-2 après prolongation. Et d'ailleurs, c'était un match, on peut dire, très bizarre parce que le Napoli, il était là en train de perdre. Après, ils ont égalisé, ils ont réussi à aller aux prolongations. Mais bon, on n'y est pas y arrivé. Et on imagine aussi qu'au bout d'un moment, vu les manques que l'effectif il a en ce moment, bon, là, on recommence à avoir nos joueurs parce qu'il faut dire qu'entre Covid et Coupe d'Afrique, les Cannes, voilà, c'est un peu bordélique la situation, donc la fatigue et tout. Mentalement, ils ont décroché du match, mais de l'autre côté, il faut saluer quand même le travail de la Fiorentina et d'Italiano qui poursuit sous sa lancée. Et je pense que Stéphane, il veut bien souligner ça. Oui, je voulais faire un petit zoom après sur la Fiorentina. Par rapport au Napoli, alors j'ai pas tout suivi Valentina, mais c'est pour ça que je vais te poser la question. Combien il y a de joueurs qui sont à la CAN actuellement, des titulaires? Hier, il y a Koulibaly, que Ouais. de toute façon, il était hors jeu pour les Covid jusqu'à l'IAP. Il y a Anguissa, c'est ça les joueurs un peu clés, surtout pour le travail qu'il a fait Anguissa depuis qu'il est arrivé à Naples et personne, franchement, l'attendait. Et Koulibaly en défense, quand même, c'est très, très important. Et Et il y a Adamounas, qui Ounas, est un joker, et, voilà, qui aurait pu ouais. servir, puisqu'il y a pas mal de blessés, dont Insigne en ce moment. Donc, Oui, et Ounas, qui d'ailleurs, hier, l'Algérie a perdu, donc il va rentrer, mais il s'est blessé pour rester dans les thèmes. Et donc, oui, ça affaiblit. Et après, là, on devrait récupérer pas mal de monde. Il y a Osimhen qui vient de rentrer, Insigne qui devrait rentrer, Fabian
qui est rentré, que c'est très, très important aussi, parce que là, on avait presque pas des milieux. Voilà, au moins des milieux de poids Mhm. qui pouvaient faire la différence. Donc, c'est là, on va répartir sur des autres bases, mais c'est clair, oh, quelque chose, il fallait renoncer. Sinon, je pense que c'était surtout mental. Arrivé au Euh, bout d'un moment, ils ont fait l'effort pour égaliser. Après, ils ont été pris à froid et ils n'ont plus trouvé les moyens de réagir. Mais Surtout qu'il comme y tu dis, aura l'Europa League toujours pour le Napoli en février avec une belle affiche qui se profile. comme Tout à tu fait. dis, ils égalisent à la 95e minute avec Petagna, mais on a l'impression que le match était déjà fini, quoi. Il y a le carton rouge de Lozano à la 84e. On a l'impression qu'ils avaient le but de Petagna arrive à la 95e Un et peu ils trop gardent un petit tard. peu, voilà. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils sont revenus sur le terrain et c'était compliqué dans la tête et dans les jambes après cette égalisation où on n'y croyait pas trop. Surtout qu'il faut rappeler que la Fiorentina perd son gardien à la 47e minute sur un carton rouge pour, euh, pour une sortie. Et donc ils ont quand même une deuxième mi-temps, le Napoli à 11 contre 10. Mais voilà, après comme tu dis, le crédit est aussi à mettre à la Fiorentina parce ils enchaînent les belles performances. Euh, ils avaient battu le Genoa 6-0 ce week-end. La semaine dernière, donc ils gagnent 5-2 au Napoli. Et du coup, ça enchaîne. Vlahovic, il est, je crois, à une vingtaine de buts maintenant, 20 buts en 24 matchs. Et en plus, il se Et aujourd'hui, renforce. il y a les titres La Juve sous Vlahovic. Voilà. Oui, Oui, le titre bah, de la Gazzetta, effectivement, Oui. on parle d'une offre pour cet hiver, 35 millions plus Kulusevski. Mais bon, a Avant, priori, c'était l'agent. Scamaca. Non, mais c'est sympa que chaque joueur qui marque un certain nombre de buts dans les week-ends, bon, la semaine d'après, il est sur les tablettes de la Juventus. C'est ça qui c'est marrant. on n'a pas vu Abraham encore en titre. Non, la Juventus c'est pas sur Abraham parce Pas qu'il encore. Non, il enchaîne. Non, pas bon, encore. ça devrait pas tarder Et sur les peu sur prochains jours. Simeone encore, c'est bizarre aussi, Ouais, c'est puisque lui vrai. aussi marque beaucoup de buts. Mais non, mais voilà, mais Vlahovic, avant de te laisser continuer, Stéphane, sur la Fiorentina, sur le zoom que tu voulais faire, effectivement, il est annoncé un peu partout aussi en première ligue. On parle d'Arsenal qui serait prêt à faire une grosse offre, mais voilà, il semble que notamment l'entourage et l'agent de l'attaquant sont gourmands, donc ça bloque un petit peu les négociations. Et puis bon, Vlahovic est bien à la Fiorentina d'un point de vue sportif, ça marche très bien. Tu le disais, il marque beaucoup de buts, il en a mis 17 en championnat cette saison. Il est co-meilleur buteur avec l'Immobilier du championnat, donc ça se passe très bien dans le 4-3-3 d'Italiano. En plus, il a de bons joueurs autour de lui. Il y a Ikoné qui vient d'arriver. Il y a Piatek aussi qui vient d'arriver pour être sa doublure et pourquoi pas jouer avec lui. Enfin voilà, il y a un milieu de terrain qui marche bien. Donc il n'y a pas de raison sportivement de voir Vlahovic bouger. Après, économiquement, c'est une autre affaire et on verra d'ici le 31 janvier. Ouais, moi ça me paraît très bizarre qu'ils bougent. En voyant le recrutement de la Fiorentina, on pense ils ont anticipé au cas où ils partent cet hiver qu'il y ait une belle offre qu'ils puissent pas refuser. Mais d'après ce que j'ai compris, Arsenal, il n'est pas très emballé par le projet qui est proposé. Et moi, je vois plutôt bouger cet été que cet hiver. Enfin, on est à 10 jours de la fin du Du mercato. mercato. Et ouais, ça me paraît assez bizarre. Pour terminer sur la Fiorentina, voilà, du coup, alors je me rappelle moi du match d'ouverture du championnat. Donc c'était un AS Roma Fiorentina, que la Roma a gagné 3-1. Et je me rappelle surtout des mots de Mourinho qui avait été très élogieux sur Italiano et qui avait dit je préfère jouer la Fiorentina en première journée qu'en 17e ou 18e journée parce que le groupe est intéressant, parce que ça va être une équipe assez redoutable en deuxième partie de saison. Après, en regardant un petit peu les résultats, on voit que la Fiorentina peut faire des gros résultats contre des belles équipes, le 2-1 contre l'Atalanta, le 4-3 contre Milan, mais elle peut aussi perdre contre Venezia ou contre des équipes plus faibles, donc il va falloir qu'ils trouvent une régularité sur cette deuxième partie de saison. Pour terminer sur la Fiorentina, je voulais juste faire un petit point sur un joueur, sur Cristiano Biraghi, donc qui a 29 ans, et qui cette semaine a marqué, donc c'est un latéral gauche, et qui a marqué 3 buts sur les 2 derniers matchs, dont deux superbes coups francs contre le Genoa. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, moi j'ai vu le match.
Et donc il marque aussi un but en Coppa Italia sur un coup franc qui est repoussé et qui reprend ensuite. Voilà, donc il a 5 buts cette saison, c'est le deuxième meilleur buteur de la Fiorentina pour le moment, pour un arrière-gauche. Et c'est une de ses meilleures saisons, parce que l'année dernière, il a marqué un seul but en 35 matchs. Et en 2019-2020, il était prêté à l'Inter, il avait mis 3 buts en 37 matchs. Donc voilà, c'était un petit coup de projecteur sur ce joueur que j'ai trouvé très intéressant. Et pour tout vous dire, je fais un petit championnat MPG pour ceux qui connaissent, et il est dans mon équipe. Donc j'ai bien aimé les 2 buts sur coup franc de la semaine dernière. Il faut les remercier. C'est ça. Et d'ailleurs, en vue de mars, peut-être, et pour la nationale, ça peut être aussi une option à gauche, puisque on sait que c'est Emerson qui joue depuis la blessure de Spinazzola, mais Emerson qui n'est pas forcément vraiment au-dessus d'un joueur comme Biraghi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, Biraghi, j'aime bien, il n'est pas phénoménal, il n'a pas les qualités d'un Spinazzola, mais je trouve que c'est un joueur régulier, c'est un très bon contre-attaquant, qui est très bon, on le sait, dans une défense à 5 lorsqu'il joue piston, et qui, on le voit aussi dans une défense à 4 avec Italiano, fait le travail, donc pourquoi pas le voir revenir en sélection, puisqu'il compte déjà plusieurs sélections avec l'Italie. Pour clôturer peut-être comment dire, les moments Fiorentina, juste que je viens de lire au moment où on enregistre ces podcasts, que la Fiorentina a voulu justement faire une réponse à l'article de la Gazzetta, et il y aura à 14 heures une interview de Joe Barone à TGR Rai Toscana, où il dit que bon, ils n'ont pas reçu vraiment d'offres de la part de la Juve. Il dit, on ne connaît pas les intentions du joueur, mais il faudra qu'il nous éclaire avant ou après. Mais la Fiorentina dément n'importe quelle proposition de la Juventus. Est-ce que vous avez en tête, pour terminer, il est en contrat jusqu'à quand à la Fiorentina? Je l'ai pas en tête, moi. 2023. 2023, d'accord. Ouais, 2023, il refuse de prolonger. Donc, Oui, donc il partira cet été maximum. c'est ça. C'était d'ailleurs l'enjeu l'été dernier. Il y avait de nombreux clubs qui étaient déjà sur lui et il a refusé toute prolongation. Donc, forcément, plus le temps passe et plus sa valeur, on peut dire, baisse, puisque cet été, il lui restera 1 an. Donc, on verra s'ils pourront valoriser un joueur à 60, 70, 80 millions d'euros pour une seule année de contrat. Ça peut être assez compliqué. Donc, l'enjeu est aussi là. Mais juste une parenthèse, Italiano fait un très bon travail. C'est lui qui a fait monter et qui a maintenu lo Spezia, faut-il le rappeler. Mais bon, il est surtout sur le banc aussi grâce à Gennaro Gattuso qui finalement avait été choisi. Et puis, incompatibilité d'humeur avec Barone, avec Comiso, avec tout l'encadrement de la Fiorentina. Et donc, voilà, le contrat avait été rompu après seulement quelques jours. Italiano, du coup, avait été choisi alors qu'il devait rester à Lo Spezia. Donc, parfois, voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent changer l'histoire d'un homme ou d'un club. Tout à fait. On a vu, bon, Gattuso, on peut dire qu'il était un peu l'homme clé des derniers temps. Il était présumé d'être à droite, à gauche, et finalement, il a laissé la place à des autres personnes qui sont en train de faire du bon travail. On va peut-être passer, on a parlé de ce match qui était le match avec le plus haletant, on va dire, de cette Coppa Italia. Peut-être au match d'hier soir, Stéphane, avec la Roma qui s'en est donc sortie face à Lecce. C'était le seul match entre Serie A et Serie B. Petite parenthèse, et pour rappeler la formule d'ailleurs de cette Coupe d'Italie, c'est pas comme la Coupe de France où il y a tous les clubs amateurs qui sont en lice. La Coupe d'Italie, c'est 44 clubs, les 20 clubs de Serie A, les 20 clubs de Série B et 4 invités, on va dire, de Série C, selon les résultats de la saison précédente. Il y a des tours préliminaires pour les clubs de Série B et de Série C. 12 clubs de Série A commencent dès les 32e de finale. Et donc, il y a les 8 premiers du dernier championnat de Serie A, les 8e de finale et qui commencent à domicile. C'est une sorte de tableau, en fait, un peu façon tennis, où on sait à l'avance déjà qui on affronte, si on se qualifie. Enfin, donc voilà, c'est une formule qui est loin de la Coupe de France ou de la Cup en Angleterre. C'est aussi pour ça, du coup, qu'il y a peu de surprises et qu'on retrouve souvent les mêmes en quart de finale, puisque les gros, on va dire, sont protégés. Mais il peut y avoir des surprises. Et Lecce avait créé la surprise au tour précédent. Et donc, se retrouver à l'Olympico hier soir et a fait peur à la Roma dans ce match entre Giallorossi. A fait très très peur, surtout en première période. Il faut juste pour recadrer le contexte, la Roma arrive d'une victoire à Cagliari et elle affronte dans moins de 72 heures après le match d'hier soir Empoli pour le dernier match avant la mini-trêve.
et Empoli, qui a fait une prolongation contre l'Inter à 24 heures de repos en plus. On connaît l'effectif de la Roma, on sait les petits problèmes qu'il y a. Donc hier soir, il manquait Mancini qui est suspendu, il y a Smalling qui était encore blessé, Pellegrini qui est blessé, El Shaarawy qui revient mais qui n'a pas le rythme pour jouer. Et du coup, en prévision du match d'Empoli, Mourinho avait choisi de faire un léger turnover. Donc il a aligné une équipe un tout petit peu remaniée, mais comme il a souvent l'habitude de le dire, dès qu'il change deux trois joueurs dans l'équipe, souvent le rendement est pas le même. Donc là, hier soir, on avait dans les changements, on avait Carl Perez qui joue à droite, on avait jeune Félix à gauche, Oliveira était remonté à la place de Pellegrini pour pouvoir laisser Mkhitaryan sur le banc. Et on s'est très vite rendu compte que ça fonctionnait pas parce qu'en première mi-temps, Lecce a tout fait. Lecce a fait le jeu, ils ont pressé haut, ils ont mis en danger la Roma. Et la Roma n'avait pas les moyens techniques enfin, c'est vraiment des joueurs. C'est personnellement, il y avait des problèmes, quoi. Verretou était très en dessous de ce qu'il peut faire. Et du coup, la formule n'a pas fonctionné. Et donc, on s'attendait à la mi-temps à beaucoup de changements. Heureusement, il y a le but de Kombula qui arrive à la 40e minute, donc avant la mi-temps, qui remet la Roma un petit peu dans les rails. Et donc, dès la reprise de la seconde période, on voit les premiers changements avec l'entrée de Zaniolo à la place de Carl Perez, Mkhitaryan qui rentre à la place de Verretou, et on a aussi Maitland-Niles qui sort et qui laisse sa place à Vignat. Et là, on se rend tout de suite compte que le jeu s'accélère, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Donc après, c'est assez simple en deuxième période pour la Roma parce que Zaniolo est très rapide, même s'il fait beaucoup de mauvais choix. Je me rappelle le 1-2 avec Mkhitaryan où ils sont sur une contre-attaque, ils sont à 4 contre 2 et Mkhitaryan fait la passe à Zaniolo qui au lieu de frapper, la remet à Mkhitaryan qui est pris par la défense. Donc voilà, mais c'était assez simple en deuxième période et au final la Roma s'en sort bien et va pouvoir récupérer assez facilement après une victoire pour Empoli et surtout avoir en tête que l'Inter va arriver pour ce quart de finale. Match à San Siro avec Mourinho qui reviendra donc à San Siro. Alors, il est déjà revenu au Meazza pour jouer contre l'AC Milan. Il avait d'ailleurs eu un accueil compliqué. Il avait été sifflé par les supporters du Milan. Mais bon, là, voilà. D'ailleurs, il en a parlé hier soir, Mourinho. Il s'attend à un bel accueil puisqu'il a dit que les tifosi, n'oubliez pas, effectivement, il a toujours la cote auprès des tifosi de l'Inter. Donc voilà, ce sera un Inter-Roma en quart de finale. L'une des belles affiches de ces quarts. Il y aura aussi un Milan-Lazio qui sera donc également à San Siro. Ce sera l'occasion de mon petit zoom tout à l'heure à la pelouse de San Siro. Mais il y aura encore deux matchs, certainement 24 heures, à San Siro début février. Donc. Et puis, dans l'autre partie du tableau, également, c'est donc la Juve qui recevra Sassuolo. Et puis, il y aura l'Atalanta qui affrontera la Fiorentina, justement. Voilà, l'Atalanta à domicile. Donc, pour cette rencontre, qui sera certainement une belle rencontre de football également à suivre. Valentina, on passe peut-être à toi. On peut se projeter sur la prochaine journée des championnats juste pour deux, trois trucs pour pas trop avancer. Mais avant d'aller sous les matchs qui seront joués, c'est là qui peut-être ils seront joués pas. Moi, je voulais parler un moment des Mertens et de la bonne communication. Voilà. C'est un peu ça les sujets que je voulais affronter avec vous parce que, bon, hier, il a sorti une interview de Mertens où, bon, à différence, on peut dire que peut-être c'était facile après de faire quelque chose de bien, hein, au niveau des communications après le départ d'Insigne qui a laissé un peu les gens, comment dire, avec des doutes sur les timings et sur comment dire, sur la forme avec laquelle il Toronto a actué la présentation des signes entre un match à l'autre. Voilà, c'est vrai après la Juve, mais quand même, euh, il a été pas digéré à la forme, dans le sens, ok, tu peux partir, mais il y a toujours un moyen, surtout quand il y a des liens assez stricts. Voilà, grosso modo, hier, dans l'interview Mertens, il a voulu dire moi je suis là, je vais rester à Naples, c'est à moi de convaincre De Laurentiis avec un but de plus toujours que ça vaut la peine de me faire signer.
C'est des mots qui clairement ils ont touché les supporters parce que voilà, il a démontré que vraiment il tient à la ville et c'est des choses rares. Après, ça peut être clairement une façon de communiquer sa situation, son tout. Voilà. Il a aussi un certain âge, mais c'est quelque chose qu'il a toujours démontré dans les temps. Et je pense que c'était très important de faire ça. Et donc, on veut saluer ces gestes et on espère aussi si, comment dire, c'est clair, à petit, il va devenir moins important pour l'équipe, mais c'est important qu'il reste aussi pour les vestiaires et je ne sais pas, peut-être un demain avoir un rôle différent dans les clubs. Est-ce que je peux te poser une petite question sur le Napoli? Bien sûr. Enfin, comment a été pris et qu'est-ce que ça fait sur le vestiaire et sur le club le départ d'Insigne? Je pense que c'était quelque chose de, on peut dire, acté depuis tant, dans le sens que ça manquait juste la bonne offre. Et parce que je sais pas, à chaque fois, à chaque saison, c'est Insigne, elle va partir. Donc, c'était difficile de les voir ailleurs en Italie. Peut-être qu'il n'a jamais reçu vraiment une offre pour rester en Europe et donc finalement il a décidé de se mettre à l'abri, voilà, son futur, sa famille et tout, in un à Toronto. Mais personne n'a compris vraiment parce que quand même ça reste le numéro 10 de la nationale. Donc aller à Toronto à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est un peu triste. Certains, ils auraient préféré qu'ils partent tout de suite, par exemple, au niveau de Naples, parce qu'ils avaient peur qu'ils pouvaient aller à mettre en difficulté justement les vestiaires. Mais vu que je pense que c'était quelque chose de toute façon que tout le monde s'attendait, la bonne humeur, ça semble rester, les photos, les choses publiées, voilà. Il semble toujours assez concerné. Au moins ça, comment dire, il essaye de garder la ligne. Mais c'est vrai qu'on peut regretter. Alors, la communication interne, bien sûr, on ne la connaît pas. Il a sûrement beaucoup parlé avec ses coéquipiers. On peut regretter, comme tu parlais de communication de Mertens, effectivement, la communication d'Insigne ou la non-communication d'Insigne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur son avenir. Alors, c'est un choix, il a le droit, bien sûr, de ne pas parler, mais bon, ça crée forcément de la confusion et le silence laisse du coup la place à beaucoup d'interprétations. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage dans son cas. D'ailleurs, je vais juste ajouter ça avec tous les, comment dire, les mots qui tournent sous la vente du Napoli, parce que, bon, ça semble aussi qu'Amazon, il aille chercher comment dire, il cherche d'acheter les Napoli. Moi, je vois, comment dire, pour l'instant, c'est juste que des mots. Et ou sinon, on parle encore des Arabes, comme ça. En plus, c'est nul de parler des Arabes comme ça, point d'interrogation, Hmm. aussi par les fils de Laurentiis. C'est- les problèmes, c'est leur communication et à la suite, tout ce qui tourne autour des joueurs parce que c'est pas évident de gérer. Et c'est encore pour ça que c'est bien qu'au moins Mertens a été clair sur qu'est-ce qu'il ressent en tout cas. Après, il n'a pas dit je vais rester à Naples toute la vie parce qu'il sait qu'il ne dépend pas de lui. Exactement, on verra si Mertens restera. Passons rapidement à ce qui nous attend ce week-end, puisque déjà ce vendredi soir, on commence la 23e journée de Serie A avec un Hellas Vérone-Bologne et qui sera à suivre. Et puis, 8 matchs entre samedi et dimanche, enfin 9 matchs, 8, 7, on ne sait pas. C'est l'occasion de faire un petit zoom sur le protocole de la Serie A qui a été signé il y a quelques jours
Et donc désormais, pour éviter ce qu'il s'est passé, notamment le 6 janvier, avec 4 matchs qui ont été reportés, avec des équipes bloquées par les autorités sanitaires locales et ces scènes ridicules où à chaque fois l'équipe allait sur le terrain, l'équipe qui donc pouvait jouer, allait sur le terrain s'échauffer et attendait que le match soit officiellement annulé et en attendant une victoire 3-0 sur tapis vert et que le match en appel certainement soit rejoué un peu plus tard. Et donc il y a un nouveau protocole. Et donc désormais, lorsqu'une équipe a 9 joueurs positifs au Covid dans son groupe de 25, alors c'est un groupe qui est déposé de 25 joueurs, qui doit avoir tous les joueurs inscrits sur les listes et complétés par les moins de 23 ans. Si on n'arrive pas à 25, les moins de 23 ans qui sont le plus souvent appelés dans le groupe. Donc voilà, ça fait une liste de 25 qui est déposée. Dans cette liste de 25-là, si vous avez 5, 6, 7, 8 positifs, vous pouvez jouer. À 9, le match est automatiquement reporté et la SL, donc l'autorité sanitaire locale, bloque automatiquement le déplacement de l'équipe. Donc voilà. Et pour ce week-end, du coup, on a 2 matchs qui sont fortement menacés. On parlait de Naples tout à l'heure. Eh bien, c'est Napoli-Salernitana, puisque la Salernitana serait à 9 joueurs positifs actuellement. Donc, à l'heure actuelle, ne pourrait pas se déplacer. Mais, ce sont les tests effectués à 4 heures avant le match qui donnent le verdict final. Donc, on ne le saura pas tout de suite puisque des joueurs sont positifs depuis plusieurs jours. Ils pourraient donc devenir négatifs d'ici dimanche. Et même cas pour Inter-Venise, qui doit se jouer ce samedi à 18h. On serait à 15 positifs du côté de Venise entre les joueurs et le staff. Et parmi ça, alors il y a toujours le secret médical, donc on ne connaît pas les noms. Mais a priori, il y aurait 8 joueurs positifs à Venise actuellement, donc selon les derniers tests effectués hier. Donc on verra effectivement la même chose d'ici samedi 14h. Pour la tenue du match, on peut regretter que le délai soit aussi proche du match pour ce qui est une question d'organisation, puisque 4 heures avant un match, que ce soit pour les équipes qui se préparent ou lorsque le public pourra revenir dans les stades au-delà de 5000, simplement pour penser aussi aux gens qui se déplacent pour les matchs, mais d'un point de vue sportif pour leur préparation. Mais en tout cas, ce protocole déjà donne un peu plus malgré tout, de clarté, puisque c'était vraiment n'importe quoi la situation en Italie lorsqu'on l'a comparé notamment à l'Angleterre, où il y avait un protocole depuis longtemps, ou même en France, où il y a un protocole qui est parfois décrié, mais qui existait au moins. Là, désormais, en Italie, il y a aussi cette règle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bien de ce qui a été mis en place et où on pourra avoir les premiers effets ce week-end en Serie A. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Après, la question que je me pose, c'est... Alors, je connais pas du tout le fonctionnement, je l'apprends de tes paroles. Quand tu parles de 9 joueurs positifs sur la liste des 25, si jamais, par exemple, tu as 7 positifs, mais tu as 5 ou 6 blessés, donc tu te déplacerais avec 12-13 joueurs. Donc là, le match serait pas annulé, c'est une défaite sur... Enfin, tu y vas, ou alors c'est défaite sur tapis vert. C'est Oui, uniquement les cas positifs, là. oui, c'est les cas positifs. Après, dans le football, malheureusement, tu peux avoir 20 blessés ou des malades hors Covid, puisque c'est pas un joueur qui a une grippe ou un joueur qui ne pourra pas jouer malgré tout s'il est malade. Donc, non, c'est vraiment Covid, puisque c'est un cas particulier. Mais après, les blessures ne sont pas prises en compte. Donc, dans ce cas-là, il faut piocher dans les jeunes. Effectivement, s'il y a de nombreux blessés, puisqu'effectivement, il y a des équipes qui ont pas mal de blessés actuellement, c'est en dehors, oui. Ok, et juste une autre précision, sur tous les matchs qui ont été reportés depuis le début de saison, alors j'ai cru lire l'info, mais j'ai un petit doute, donc je te pose la question. La Salernitana a bien perdu sur tapis vert 3-0 sur un des matchs où elle s'est pas déplacée. Effectivement, elle a même un point de pénalité pour l'instant. Alors, ce sera à voir. A priori, il y aurait on va mettre le conditionnel, parce que ce sont des rumeurs, donc on ne va pas alimenter tout cela. A priori, ils auraient demandé à la SL d'être bloqués, en fait, avec des mails à l'appui. Donc, si jamais c'est le cas, ça pourrait être différent des autres cas jusqu'ici, où à chaque fois, le club qui était bloqué par l'autorité sanitaire avait match perdu 3-0. Il y aura le verdict cet après-midi d'ailleurs pour les 4 matchs du 6 janvier. A priori, ce sera la même chose, 3-0 sur tapis vert. Les clubs feront appel derrière et le match sera rejoué. C'est ce qu'on connaît depuis l'an dernier, le fameux Napoli-Juve qui avait fait pas mal parler. Voilà, mais donc effectivement, la Salernitana a eu son premier match comme cela, perdu 3-0 sur tapis vert avec ce point de pénalité en plus, puisqu'a priori, il y a des choses différentes dans le dossier. Et peut-être que pour eux, du coup, ce match-là ne sera pas rejoué. On verra dans les prochaines semaines. Mais c'est aussi pour éviter tous ces cas-là que le protocole a été mis en place par la Ligue.
Les autres matchs qui ont été reportés vont certainement être joués. Il n'y aura pas Il y de aura problème. sûrement le 3-0 cet après-midi, puisqu'on enregistre donc ce 21 janvier en fin de matinée. C'est prévu que la justice sportive se prononce cet après-midi. Il y a des chances qu'il y ait des défaites 3-0 pour les équipes qui ne se sont pas présentées. Il y a la jurisprudence, et donc lorsque les clubs portent l'affaire devant les tribunaux, ont eu gain de cause jusqu'ici et les matchs à rejouer. Donc on verra. Mais a priori, il y aura 3-0 pour tout le monde dans un Ok. premier temps. Je voulais ajouter juste que c'est pas comment dire, la solution idéale, ces protocoles, mais déjà c'est beaucoup mieux parce que avant on avait l'impression qu'on pouvait aller jouer avec toute la Primavera à la place de la première équipe. Et donc ça déséquilibre. Et après, malheureusement, comme tu soulignais, Stéphane, les blessures arrivent et clairement, ils ont un point encore différent. Mais déjà, vu la virulence de cette Omicron et le fait qu'il y a énormément de joueurs qui sont pas peut-être disponibles, c'est bien d'avoir mis un numéro un peu plus strict par rapport à la rose de l'équipe. Et avant de se quitter, je voulais moi faire un petit zoom, non pas sur un match, non pas sur une équipe, mais sur un lieu, et plus précisément sur une pelouse. Une pelouse qui souffre. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour lui venir en aide. Il s'agit de la pelouse de San Siro, qui subit un rythme infernal, puisque là, depuis début janvier, depuis le 6 janvier exactement, il y a déjà eu 6 matchs, et il y en aura encore 2 prévus ce week-end, si jamais Intervenise a lieu samedi, puis dimanche, Milan-Juve. Donc, cadence infernale. Pour ne rien arranger, il y a eu 120 minutes de jeu lors d'Inter-Juve le 12 janvier en Super Coupe d'Italie. Rebelote le lendemain avec Milan-Genoa en Coupe d'Italie, 120 minutes. Rebelote donc ce mercredi 19 janvier, Inter-Empoli en Coupe d'Italie. Donc voilà, beaucoup de matchs, des prolongations. Et surtout pas le temps du coup de prendre soin de la pelouse. On le voit, elle est de moins en moins verte, cette herbe, et donc très peu de possibilités pour faire une réelle intervention. Les clubs envisagent eh bien de replanter de l'herbe en quelque sorte là, après le match Milan-Juve, puisqu'il y aura 2 semaines avant le derby Inter-Milan, le 5 ou 6 février, puisqu'il y a une mini-pause due aux matchs internationaux. Alors, non pas des sélections européennes, mais des autres sélections, notamment sud-américaines. Il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, du coup, il n'y aura pas de match lors du prochain week-end de fin janvier. Mais donc, voilà, il y aurait peut-être une petite intervention avec de l'herbe arrivant des États-Unis qui serait plantée en urgence, puisqu'en fait, c'est une pelouse hybride de San Siro, comme de nombreuses pelouses européennes désormais. Il y a une herbe synthétique, à peu près 5 cm, qui est plantée. Et dessus, il y a une couche d'herbe naturelle de 1 à 2 cm pour rendre le terrain de jeu plus solide. En tout cas, c'est l'idée. Mais bon, voilà, il faut rappeler que San Siro est l'un des rares terrains en Europe qui a 2 équipes, comme la Roma ou le Genoa. Mais hors d'Italie, ça se fait quasiment plus. Vous ajoutez à cela qu'avec les 3 anneaux, il y a peu d'air en fait qui circule. Et peu de soleil. Et puis, voilà, c'est donc les 2 clubs. Et puis, il y a aussi, par exemple, en octobre, la Nations League. Alors qu'il y avait une période pour en prendre soin, mais il y a eu ces 2 matchs internationaux. Donc, voilà, il y a beaucoup d'événements. L'été, il y a des concerts. Donc, c'est un lieu qui a peu de temps pour être, on va dire, bichonné. Et là, on le voit actuellement, le terrain est vraiment mauvais. Et puis, on voit quelques blessures arriver, notamment du côté de l'AC Milan depuis quelques semaines, qui posent problème. On connaît bien au Stadio Olimpico la pelouse en mauvais état, parce qu'on a une très mauvaise pelouse. Et en plus, on a des matchs de rugby qui se jouent dessus, etc. Mais par contre, en championnat, il y a jamais les 2 clubs qui jouent dans le même week-end sur la pelouse. C'est toujours alterné. Donc après, avec les coupes, c'est un peu différent. Mais par contre, bah, ce week-end, l'Inter et le Milan jouent tous les deux à San Siro. Comment ça se fait? Il me semblait que c'était généralisé que quand il y a 2 clubs sur le même stade, ça devait être alterné sur les semaines de championnat. Alors, ça doit être alterné, ça l'est habituellement, mais c'est aussi une conséquence de la Nations League, puisqu'en octobre, les 2 clubs, le week-end avant la Nations League, du coup, avaient joué à l'extérieur pour permettre à l'UEFA de prendre possession des lieux et tout mettre en ordre. Et du coup, en conséquence, lors de la phase retour, il fallait une journée où les 2 clubs jouent à domicile. Alors, ce qui est bête, c'est que vous savez, le calendrier est asymétrique cette année.
Les matchs aller et retour ne correspondent pas. Donc, ils auraient peut-être pu le placer ce week-end-là en mars-avril, lorsque le temps est un peu meilleur. Là, c'est vrai que le placer sur fin janvier, c'est un peu dommage, surtout qu'on parlait des coupes. Et donc, pour les quarts de finale, il y aura Inter-Roma et Milan-Lazio qui se joueront le 8, 9, 10 février. Et les deux matchs seront encore à San Siro. Et cela juste donc 3 jours après le derby. Voilà, ça va être une nouvelle fois regrettable. On est bien, hein. Vraiment, ça fait sourire. Presque, c'est mieux, c'est Milan-Venezia, il ne va pas se jouer. C'est D'un vrai. certain point de vue. Non, mais Oh. pour la pelouse de San Siro, il vaut mieux que le match soit reporté en mars, avril, ça, à n'en pas douter. Cette semaine, l'actu, c'était assez chargé entre pandémie, Coupe d'Italie, situation, communication. On voit toujours qu'on a plein de moments de réflexion à partager, les amis. On se retrouvera, alors non pas vendredi, là c'est un numéro décalé pour la Coupe d'Italie, pour vous proposer un contenu un peu particulier. On se retrouvera dès le début de la semaine prochaine avec un invité avec nous normalement pour ouvrir un petit peu le champ au-delà de la série. On parlera série avec lui, mais pas seulement, on vous laisse la surprise, mais ce sera intéressant, en tout cas on espère que ça vous plaira. Merci à tout le monde. Merci Stéphane, merci Cédric. Et on vous invite à écouter et partager ces podcasts, à nous écrire, faire qu'est-ce que vous voulez de nous. Non, on exagère, mais non, c'est juste pour rigoler. Mais vraiment, on attend vos retours et surtout vos questions parce que c'est toujours bien d'avoir aussi votre point de vue. Et un podcast à retrouver bien sûr sur Cacho Espresso et sur amoroma.fr, le site géré par Stéphane qui suit au quotidien toute l'actualité des Giallorossi. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Et comme l'a dit Valentina, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les différents réseaux sociaux ou sur les sites où on est disponible. On est toujours à l'écoute de vos petites remarques. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve du coup en début de semaine prochaine. Avant de se quitter, juste souhaiter la bienvenue à Azzurra Bastoni, puisque Alessandro Bastoni est papa depuis aujourd'hui et qu'il a donné un très joli prénom à sa fille. Très bien. On vous dit à la semaine prochaine avec plein de nouveaux dossiers à analyser sous les ondes de Serie A Espresso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.